Le gala du 80e anniversaire de Rochefort Horizon occupait la grande salle d'un hôtel de Monaco que la famille présentait comme un monument à sa propre continuité. Sous les lustres, 500 invités circulaient entre des maquettes d'hôtels, des vidéos de stations balnéaires et des photographies en noir et blanc où 4 générations de Rochefort posaient devant des chantiers. Le nom de famille apparaissait partout sur les menus, les écrans, les serviettes et même la sculpture de glace dressée près de la scène. Élise Perrin se tenait à la table centrale aux côtés de Mathieu, dans une robe bleu nuit qu'elle avait choisie parce qu'elle refusait de laisser Odette de Rochefort décider qu'une femme venue de Saint-Denis devait soit paraître trop simple, soit trop désireuse d'impressionner. Elle savait déjà que la soirée serait difficile 3 jours plus tôt. Elle avait refusé de signer le certificat final de la façade de l'hôtel Aurore, un complexe de plus d'1 milliard d'euros construit sur la Côte d'Azur. Les essais de fatigue montraient que certains ancrages pouvaient perdre leur capacité de maintien après des cycles répétés de chaleur, de vent et de dilatation. Sébastien de Rochefort, directeur des opérations et cousin de Mathieu, avait remplacé sans l'en informer le fournisseur prévu par une société appelée Azur Fixation. Les pièces coûtaient 32% moins cher, elles ne possédaient pourtant pas la certification complète exigée par Terravert, l'entreprise d'Élise, dont la technologie de verre recyclé habillait toute la façade. Sébastien avait essayé de présenter le problème comme une querelle de marge. Odette, présidente d'honneur du groupe, avait conclu qu'Élise utilisait la sécurité pour renégocier son contrat. Mathieu avait promis à sa femme qu'il examinerait les rapports. Il l'avait fait, mais sans encore lui dire jusqu'où ses propres doutes l'avaient conduit. Odette leva sa coupe au moment du dessert. À 74 ans, elle conservait une présence capable de faire taire une salle sans demander le micro. Elle remercia les investisseurs, les banques, les élus et les familles partenaires. Puis invita Sébastien à la rejoindre sur scène. Il parla de l'hôtel Aurore, de ses suites suspendues face à la mer, de ses jardins filtrant l'eau de pluie et de sa façade à faible empreinte carbone. À l'écran apparut le logo de Terravert. Sébastien sourit vers Élise. Nous devons aussi remercier ceux qui ont su grandir grâce à la confiance des Rochefort. Certaines entreprises commencent dans un laboratoire d'Aubervilliers et se retrouvent, quelques années plus tard, sur la façade la plus prestigieuse d'Europe. Il faut reconnaître le pouvoir d'un bon mariage et des bons contacts. Quelques rires discrets parcoururent les tables. Élise sentit la main de Mathieu se tendre vers la sienne sous la nappe. Elle ne la prit pas. Odette enchaîna. Élise a au moins prouvé qu'une fille de banlieue peut entrer dans une famille milliardaire avec une robe correcte et un mariage bien négocié. Nous lui avons offert un nom, des contacts et une place à cette table. Elle pourrait au moins nous offrir un sourire. Cette fois, les rires furent plus nets. Certains invités baissèrent les yeux. D'autres observèrent Élise avec la curiosité de ceux qui assistent à une cruauté qu'ils ne veulent ni arrêter ni manquer. Mathieu se leva. Pendant 10 ans, il avait répondu à ce genre de phrases après les dîners, dans la voiture ou dans leur chambre. Il disait à Élise qu'Odette appartenait à une autre époque, que Sébastien était jaloux, que la famille finirait par reconnaître son travail. Il lui demandait de ne pas provoquer de conflits pendant les assemblées, les mariages, les anniversaires ou les négociations. Il croyait la protéger en réduisant chaque humiliation à un trait de caractère familial. Ce soir-là, lorsqu'il vit Élise rester droite sous les regards, il comprit que son silence n'avait jamais neutralisé les insultes. Il avait seulement permis qu'elles deviennent une tradition. Il monta sur scène et prit le micro des mains de Sébastien. Vous ne lui avez offert ni son diplôme, ni ses preuves, ni l'entreprise qu'elle a construite, dit-il. La salle se figea. Le premier fonds présenté par notre groupe a investi dans Terravert. Il a reçu ses intérêts, son rendement et le remboursement intégral prévu par le contrat. Depuis,
Terravert a gagné des appels d'offres à Lyon, Rotterdam, Stockholm et Montréal, sans utiliser notre nom. Odette murmura qu'il n'était pas nécessaire de transformer une plaisanterie en discours. Mathieu continua, « Et après ce que je viens d'entendre, vous ne lui demanderez plus jamais de payer son entrée dans cette famille avec son silence. » On road you. Sébastien tenta de reprendre le micro. Mathieu l'écarta d'un geste. « Il reste autre chose que vous avez choisi de présenter comme un conflit familial. Élise a refusé de certifier la façade de l'hôtel Aurore parce que les ancrages installés ne correspondent pas à ceux qui ont été validés dans les essais initiaux. Plusieurs rapports montrent une perte de résistance après des cycles thermiques. L'inauguration prévue demain est annulée. Le chantier est placé sous contrôle conservatoire. L'assureur, le conseil indépendant et l'autorité de sécurité recevront cette nuit l'intégralité des rapports. » Un murmure violent traversa la salle. Des investisseurs sortirent leur téléphone. Odette pâlit. « Tu n'as pas l'autorité pour annuler seul un projet de cette importance. » Mathieu répondit qu'une clause d'urgence lui permettait, en tant que vice-directeur général chargé de la stratégie et membre du comité des risques, de suspendre l'ouverture pendant 48 heures. Le Conseil devrait ensuite confirmer ou lever la mesure. Je ne décide pas de la culpabilité de Sébastien ni de la validité du contrat Terravert. Je décide qu'aucun client, employé ou invité, n'entrera demain dans un bâtiment dont les fixations n'ont pas été vérifiées. Il annonça également qu'il déclarait son conflit d'intérêts en raison de son mariage avec Élise et qu'il se retirerait de toutes les décisions commerciales concernant Terravert. Maître Nadia Cohen, avocate de gouvernance du Conseil, était déjà chargée de réunir un comité indépendant. Ce détail indiqua à Élise que Mathieu préparait cette intervention depuis plus longtemps que quelques minutes. Odette descendit de scène avec une colère presque silencieuse. Sébastien, Loï, abandonna toute prudence. Tu détruis un projet d'1 milliard pour défendre l'orgueil de ta femme. Élise se leva enfin. Le vent ne connaît ni votre nom, ni vos générations. Si les ancrages cèdent, la façade tombera de la même manière sur un milliardaire que sur un employé. Sébastien répondit que les essais défavorables provenaient du propre laboratoire de Terravert. Donc, d'une entreprise intéressée à imposer un fournisseur plus cher. Une femme assise près du fonds d'assurance demanda si des essais indépendants existaient. Mathieu confirma qu'il avait envoyé des échantillons à 2 laboratoires sans prévenir les opérations. Les premiers résultats rejoignaient les alertes d'Élise. Odette l'accusa d'avoir organisé une embuscade contre sa famille. « Je n'organise rien contre la famille. » répondit-il, je refuse seulement de confondre encore son nom avec une preuve technique. Il quitta la scène avant qu'elle puisse lui ordonner de se taire. Élise sortit de la salle par une galerie donnant sur les jardins. Mathieu la rejoignit quelques minutes plus tard. Les applaudissements, les questions et la panique des équipes de communication restaient derrière eux. « Je suis désolé, » dit-il. Élise regarda la mer Noire au-delà des vitres. Tu as été magnifique pendant 3 minutes, mais j'ai eu besoin de toi pendant 10 ans. Mathieu encaissa la phrase. Je croyais te protéger en évitant une guerre avec eux. En réalité, tu me demandais d'en supporter seul le prix. Il reconnut qu'il avait laissé passer trop de plaisanteries, de remarques et de décisions prises sans zèle. Chaque fois, il lui promettait qu'il réglerait le problème en privé. Chaque fois, Odette comprenait que la scène publique lui appartenait. « Je n'ai pas pris le micro seulement à cause de ce qu'elle a dit. » Ajouta-t-il. « J'ai découvert 2 versions d'un rapport sur les ancrages. J'ai lancé un audit discret la semaine dernière. » Élise se tourna vers lui. « Tu as enquêté sans me le dire. Je voulais éviter qu'on t'accuse de manipuler les résultats. Et tu as encore décidé seul de la manière dont je devais être protégé. » Mathieu ferma les yeux. Oui, elle lui annonça qu'elle avait loué un appartement à Paris 15 jours plus tôt. Elle n'avait pas encore décidé de quitter leur mariage.
Mais elle voulait pouvoir partir sans devoir improviser si le gala confirmait que rien ne changerait. Tu avais préparé ton départ avant ce soir. J'avais préparé une porte. Ce n'est pas la même chose. Il demanda si son intervention modifiait quelque chose. Elle change ce que je crois possible. Elle ne répare pas ce qui s'est déjà passé. Nasri, Nadia Cohen les interrompit pour leur annoncer que le conseil se réunirait à minuit dans une salle privée de l'hôtel. Nora Bellame, experte en structure de façade choisie par l'assureur, participerait à distance. Sébastien exigeait que Terravert soit écarté de l'analyse pour conflit d'intérêts. Nadia répondit qu'Élise remettrait ses données et ses échantillons, mais ne contrôlerait ni les essais ni les conclusions. Mathieu confirma qu'il se retirerait des décisions commerciales, des sanctions et de tout choix de fournisseur. Il conserverait seulement la responsabilité temporaire de la suspension d'ouverture. Cela signifie que le Conseil peut annuler ta décision, dit Élise. Oui. Et qu'il peut aussi examiner tes propres signatures. C'est le but. Cette réponse fut la première de la soirée qui lui donna davantage confiance que son discours. À minuit 20, le conseil commença. Odette occupa sa place habituelle en bout de table, bien qu'elle ne possédât plus de fonction exécutive formelle. Sébastien arriva avec 3 avocats et un directeur technique visiblement nerveux. Nora Bellame apparut sur l'écran depuis Paris. Elle expliqua que les premiers essais indépendants montraient un risque de fatigue accélérée sur certains ancrages exposés à des cycles de température élevés. Il n'existait pas encore de preuve que toute la façade était dangereuse. Mais les numéros de lot ne correspondaient pas toujours aux certificats transmis. L'ouverture au public devait donc rester suspendue jusqu'à un échantillonnage complet. Sébastien affirma qu'il s'agissait d'un excès de prudence. Aucun panneau n'est tombé. Nora répondit, l'absence d'accident avant l'inauguration n'est pas une certification. Élise proposa d'identifier en priorité les zones les plus exposées au vent. Nora refusa de laisser Terravert établir seul l'ordre des contrôles. Votre expertise est essentielle. Mais votre entreprise fournit le verre. Quelqu'un d'autre doit décider de la méthode. Élise accepta. Malgré l'irritation, elle avait demandé l'indépendance. Elle devait accepter qu'elle limite aussi ses propres conclusions. Le directeur technique présenta ensuite les rapports internes. Une première version, datée de 6 semaines plus tôt, signalait une rupture prématurée de 2 ancrages et recommandait le remplacement du lot AZF 1.8. Une deuxième version parlait d'une erreur de montage. La version finale déclarait le système conforme après ajustement du couple de serrage. Elle portait la signature électronique de Mathieu. Il se pencha vers l'écran. « Je n'ai jamais lu cette version. » Sébastien répondit qu'il avait validé un dossier de continuité opérationnelle contenant le rapport. Mathieu demanda la date. Le document avait été signé à 23h47, un soir où il se trouvait à New York pour une réunion bancaire. Le terminal utilisé appartenait au bureau des opérations à Paris. Nadia ordonna la conservation des journaux d'accès, des certificats électroniques et de toutes les versions. Odette déclara que Mathieu devait assumer ce qu'il signait, même à distance. Il répondit « Je l'assumerai ». Mais assumer ne signifie pas accepter qu'on utilise mon nom pour effacer un défaut. Aïe. Le Conseil confirma la suspension de l'inauguration par 5 voix contre 3. Une enquête externe fut ouverte sur les ancrages, les fournisseurs et les accès informatiques. Les assureurs exigèrent la fermeture du chantier aux visiteurs. Élise remit les données brutes de Terravert, puis signa une déclaration de conflit d'intérêts. Mathieu fit de même. Il renonça à voter sur le contrat de sa femme, sur les sanctions visant Sébastien et sur toute décision financière liée à Terravert. Odette l'accusa de trahir 4 générations pour une femme qui n'aurait jamais dû entrer dans la famille. Mathieu répondit calmement « Je ne choisis pas entre ma femme et ma famille. Je choisis entre les faits et ceux qui exigent que je les cache. »
Lorsque la réunion se termina, les équipes démontaient déjà les décorations prévues pour l'inauguration sur la terrasse. Élise observa les lumières de Monaco se refléter dans la baie. Mathieu lui demanda s'il pouvait rentrer avec elle. « Je vais à l'appartement que j'ai loué », répondit-elle. « Ce soir ? » « Oui. » Il ne tenta pas de l'en empêcher. « Est-ce que je peux t'appeler demain ?» Élise réfléchit. « Pour parler de nous ? » « Oui. » « Pas pour m'expliquer ce que ta famille voulait dire. » Mathieu acquiesça. Il venait de faire regretter à Odette et à Sébastien chaque mot prononcé sous les lustres. Pourtant, il comprenait que la partie la plus difficile ne commencerait pas devant 500 invités. Elle commencerait dans les pièces sans témoins, lorsqu'il devrait cesser de parler à la place d'Élise et apprendre enfin à l'écouter avant de décider comment la protéger. Au matin suivant le gala, les photographies de Mathieu tenant le micro circulaient déjà dans toute la presse économique. Certains articles le présentaient comme l'héritier ayant enfin choisi son épouse contre sa famille. D'autres affirmaient qu'Élise manipulait son mari afin d'obtenir un contrat plus avantageux pour Terravert. Une chaîne d'information diffusa en boucle le passage où Odette évoquait la fille de banlieue entrée dans une famille milliardaire, mais coupa la partie du discours où Mathieu détaillait les risques techniques. Sébastien donna une interview avant même la réunion du conseil. Il expliqua que Terravert cherchait depuis plusieurs mois à imposer un changement de fournisseur et une augmentation des coûts, puis que l'entreprise avait utilisé une campagne de sécurité pour obtenir ce qu'elle n'avait pas réussi à négocier. « Madame Perrin a parfaitement le droit de défendre ses intérêts commerciaux, dit-il, mais elle ne peut pas transformer une dispute familiale en expertise indépendante. Odette, elle, se déclara profondément blessée par la violence de Mathieu. Une plaisanterie maladroite ne justifie pas qu'on menace des milliers d'emplois et un projet majeur pour la France. Aucune des deux interventions ne mentionnait les ancrages AZF. Un oui. Les versions contradictoires des rapports ou la signature électronique apposée sous le nom de Mathieu depuis le bureau des opérations. Élise regarda les interviews dans l'appartement qu'elle avait loué près du canal Saint-Martin. Mathieu l'avait appelée 2 fois, sans insister. Elle lui avait répondu par un message simple. « Réunion avec Nadia à 10 heures. Nous parlerons ensuite. » Terravert convoqua son propre conseil et publia la structure complète de son capital. Élise détenait 56% des actions, les salariés 14%, 2 fonds industriels 22% et plusieurs chercheurs, le reste, le fonds présenté autrefois par Rochefort Horizon, avait investi 6 millions d'euros 8 ans plus tôt. Il avait récupéré le capital, tu les intérêts, et une plus-value contractuelle lors de sa sortie, 3 ans auparavant. Aucun membre de la famille Rochefort ne possédait aujourd'hui une part de Terravert. L'entreprise rendit également public ses principaux appels d'offres gagnés sans lien avec Rochefort Hôpitaux en Suède, université aux Pays-Bas, logements sociaux à Lyon et gare à Montréal. Les brevets du verre recyclé appartenaient à Terravert et à 2 laboratoires publics, pas à Mathieu. Nadia Cohen valida chaque document avant publication. Nous ne répondons pas à l'humiliation par une autobiographie, rappela-t-elle. Nous répondons aux affirmations financières fausses. Élise accepta. Elle aurait pu raconter les années où Odette lui demandait de ne pas parler de Saint-Denis devant certains investisseurs, ou la fois où Sébastien avait présenté l'un de ses ingénieurs comme un assistant de diversité. Ces faits appartenaient à leur histoire. Ils ne démontraient pas que les ancrages étaient défectueux. Mathieu arriva à la réunion sans représentant de sa famille. Il remit à Nadia une déclaration de conflit d'intérêts, plus large que celle exigée la veille. Il renonçait à participer aux discussions sur les prix de Terravert, sur le renouvellement de ses contrats et sur toute indemnisation éventuelle. Il demanda également que ses propres signatures soient examinées par l'audit, même lorsqu'elles ne concernaient pas directement l'entreprise de son épouse. Si je veux que personne n'utilise mon mariage pour discréditer Élise, je ne peux pas utiliser mon poste
pour protéger ma version, dit-il. Élise le regarda. Tu aurais dû penser à cette séparation il y a plusieurs années. Oui. Il n'ajouta ni excuse spectaculaire ni justification. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait parlé à Odette, il répondit qu'il lui avait fait transmettre par écrit 3 limites, plus aucune remarque sur les origines d'Élise, aucune intervention dans les contrats de Terravert et aucune communication publique utilisant leur mariage. Odette avait répondu qu'une grand-mère n'avait pas besoin d'une charte pour parler à son petit-fils. Mathieu avait suspendu leurs échanges personnels jusqu'à ce qu'elle accepte. Élise ressentit une satisfaction qu'elle refusa de prendre pour une réparation. « C'est nécessaire, » dit-elle. « Ce n'est pas encore suffisant. »« Je sais. » Bah, Nora Bellamy commença l'audit sur le chantier de l'hôtel Aurore avec une équipe choisie par l'assureur, 2 laboratoires et un représentant de l'autorité de construction. Terravert fournit les échantillons de verre, les plans initiaux et les spécifications des ancrages certifiés. Rochefort Horizon remit les lots réellement installés. Mais plusieurs boîtes ne portaient plus les étiquettes d'origine. Les numéros gravés sur les pièces renvoyaient à Azur Fixation, dont le siège officiel se trouvait dans un immeuble de bureaux à Nice. Nora envoya un expert sur place. L'adresse correspondait à une société de domiciliation. Aucun atelier, ingénieur, ni ligne de production n'y existait. Azur achetait les fixations à un fabricant turc non homologué pour ce type de façade, les faisait reconditionner en Italie et les facturait à Rochefort presque 3 fois leur prix d'achat. Le directeur des achats expliqua que Sébastien avait imposé le fournisseur dans le cadre d'un programme d'innovation rapide. Sébastien affirma qu'Azur sous-traitait légalement et que la certification finale appartenait au maître d'œuvre. Nora répondit que la sous-traitance n'expliquait ni les numéros de lots incohérents, ni l'absence des essais complets. Les données des tests de résistance révélèrent une anomalie plus grave. Dans la base brute, 4 ancrages sur 20 avaient perdu plus de 20% de leur capacité après les cycles thermiques. 2 avaient rompu avant la charge minimale. Dans la synthèse transmise au comité de projet, un seul échec apparaissait. Présenté comme une erreur de montage, la moyenne avait été recalculée après exclusion des résultats défavorables. Une note ajoutée par le laboratoire recommandait de remplacer tout le lot AZF 1.8. Cette note avait disparu de la version finale. Nora expliqua que le problème ne prouvait pas que toute la façade allait tomber. Les fixations étaient nombreuses. Les charges variables et certains panneaux disposaient de redondances. Il était cependant impossible d'ouvrir l'hôtel avant de connaître la localisation exacte des pièces et de vérifier les zones les plus exposées. Élise proposa de démonter immédiatement les panneaux des étages supérieurs. Nora s'y opposa. Nous devons d'abord établir une carte des lots et définir un protocole qui ne soit pas dicté par le fournisseur du verre. Élise répliqua que le Mistral prévu la semaine suivante augmentait le risque, et un démontage précipité peut endommager des éléments encore sûrs, détruire des preuves ou mettre les ouvriers en danger. Nadia Sochint Nora. Élise accepta la méthode, mais demanda une surveillance continue des déformations. L'experte l'accorda. Votre prudence technique est utile. Elle ne devient pas automatiquement une autorité procédurale. Vest à Saint-Étienne. Karim Ben Saïd suivait l'affaire depuis l'usine où étaient assemblés les panneaux de Terravert. L'établissement appartenait à Rochefort Horizon depuis une ancienne opération industrielle, mais fonctionnait grâce aux brevets sous licence de Terravert et au savoir-faire de 640 salariés. Karim demanda à intervenir devant le comité d'audit. Il ne venait pas défendre Élise. Pendant des années, la famille vous a méprisé. Cela ne signifie pas que vos décisions sauveront automatiquement nos emplois, lui dit-il dès leur première rencontre. Il apporta des alertes de techniciens sur les ancrages reçus d'Azur Fixation dimension variable, revêtement irrégulier.
Absence de certificat matière et instruction de Sébastien, demandant de ne pas bloquer les livraisons pour des écarts visuels. Un chef de ligne avait refusé d'expédier 2 palettes. Il avait été transféré à un poste sans responsabilité. Un autre salarié avait photographié des étiquettes remplacées dans l'entrepôt. Les courriels avaient été transmis au service qualité de Rochefort, puis classés comme différents avec Terravert. On nous a dit que vous cherchiez un prétexte pour reprendre l'usine, expliqua Karim. Élise répondit qu'elle n'avait jamais proposé de l'acheter. Pas encore, dit-il. Les milliardaires comme les ingénieurs parlent toujours de protection avant de parler de propriété. Karim présenta ensuite un document intitulé « Projet vert 2030 ». Sébastien préparait la vente du terrain et des bâtiments de Saint-Étienne à North Bay Capital, un fonds immobilier. Rochefort Horizon louerait l'usine pendant 5 ans avec un loyer augmentant chaque année. Les lignes les plus modernes seraient transférées à une nouvelle société luxembourgeoise, accompagnées des licences de brevets les plus rentables. Le site français conserverait les dettes environnementales, les contrats de travail et les équipements anciens. Après 30 mois, une étude déjà rédigée devait conclure que les coûts de Saint-Étienne n'étaient plus compétitifs. 640 emplois étaient classés comme ajustables ou transférables. Une version destinée au CSE ne mentionnait qu'un partenariat immobilier destiné à financer la modernisation. La promesse de vente était presque prête, et Sébastien devait recevoir une prime liée au prix de cession. Odette avait approuvé le principe lors d'un comité familial qui n'apparaissait dans aucun procès verbal du conseil. Mathieu parcourut le dossier avec un visage fermé. Son nom figurait dans la colonne « Validation stratégique ». Il avait assisté à une présentation sur la valorisation du patrimoine industriel, mais celle qu'il avait vue ne prévoyait ni transfert de licence, ni fermeture progressive. J'ai validé l'étude de plusieurs options. Pas cette opération, dit-il. Karim lui tendit une page portant sa signature électronique pour les salariés. La différence entre étudier et préparer disparaît quand les honoraires d'intermédiaire sont déjà payés. Mathieu demanda la date. Le document avait été validé un soir où il se trouvait à Singapour pour un forum d'investissement. Nadia ordonna la conservation des journaux et proposa au conseil de suspendre toute vente ou transfert de licence. Odette protesta par téléphone. Selon elle, le comité d'audit dépassait son mandat et utilisait un problème d'ancrage pour bloquer la gestion de l'ensemble du groupe. Élise répondit « La vente de Saint-Étienne et la façade sont 2 dossiers distincts, mais ils partagent les mêmes personnes, les mêmes signatures et la même méthode. Cachez la version qui dérange jusqu'à ce que la décision devienne irréversible. » Le Conseil vota le gel des actifs industriels, la suspension de la promesse North Bay et la participation du CSE à l'audit. Mathieu prit part au vote sur la protection générale de l'usine, mais se retira des discussions concernant les licences Terravert. Karim obtint l'accès aux données de qualité et la garantie qu'aucun salarié ne serait sanctionné pour avoir témoigné. Il refusa de remercier Élise ou Mathieu. Une procédure n'est pas une faveur, nous jugerons ce qu'elle vaut lorsque les banques demanderont des suppressions de postes. Élise apprécia cette méfiance. Elle l'empêchait de transformer son humiliation au gala en certificat moral pour tout ce qu'elle déciderait ensuite. Sébastien et Odette intensifièrent leur campagne. Ils affirmèrent que Terravert avait fabriqué la crise pour prendre le contrôle de Saint-Étienne et récupérer directement les marges industrielles. Plusieurs journalistes répétèrent que Mathieu avait été capturé par l'entreprise de sa femme. Une photographie du couple quittant le gala séparément fut utilisée comme preuve d'une stratégie conjugale. Élise menacerait de partir pour obliger son mari à voter contre sa famille. Mathieu publia une déclaration courte. « Ma relation avec mon épouse ne détermine ni les résultats des essais, ni la validité des contrats.
J'ai déclaré mes conflits et je me suis retiré des décisions commerciales concernant Terravert. Les documents seront examinés par des experts qui ne dépendent ni d'elle ni de moi. Il refusa les plateaux de télévision. Lorsque Odette l'appela pour lui demander s'il acceptait vraiment de perdre sa famille, il répondit « Je ne te demande pas d'aimer Élise. Je te demande de ne plus l'humilier et de ne plus utiliser mon nom pour couvrir des documents que je n'ai pas lus. Tant que tu refuses, il n'y a rien de personnel à discuter. » Puis il mit fin à l'appel. Personne ne regardait. Élise apprit l'échange par Nadia, pas par lui. Ce détail compta davantage qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir, Mathieu examina les archives du projet Aurore. Il retrouva un rapport consacré à un test de pression dynamique réalisé 3 mois plus tôt. La version initiale indiquait que 3 fixations avaient présenté une déformation permanente et recommandait la suspension des commandes auprès d'Azur. La version finale parlait d'un comportement acceptable après ajustement et autorisait la poursuite des installations. Sa signature électronique figurait au bas de la page. La validation avait été enregistrée à 22h34, un jour où Mathieu se trouvait à Montréal pour négocier le financement d'un autre hôtel. Le certificat avait été utilisé depuis un terminal appartenant à la direction des opérations à Paris. Dans l'historique du fichier, une annotation supprimée apparaissait encore. Retirer la suspension fournisseur. M. Or assumera la continuité stratégique. Les métadonnées renvoyaient au compte de Sébastien. Mathieu resta seul devant l'écran. La veille, il avait pris un micro pour défendre Élise et dénoncer une humiliation que sa famille répétait depuis 10 ans. Il découvrait maintenant qu'ils avaient également transformé sa signature en outil de continuité, son silence conjugal en preuve d'obéissance et sa position d'héritier en paravent, destinée à protéger leurs décisions. Pour la première fois, il comprit que faire regretter quelques paroles prononcées au gala ne suffirait pas. Il devrait accepter que l'enquête examine non seulement les mensonges de Sébastien et d'Odette, mais toutes les fois où il avait préféré ne pas savoir afin de rester à la fois le bon mari en privé et le bon Rochefort devant sa famille. L'incident se produisit 4 jours après le début de l'audit, pendant un essai de pression contrôlé sur la façade ouest de l'hôtel Aurore. Le chantier était fermé au public, les étages supérieurs évacués et les techniciens travaillaient depuis une plateforme protégée. Nora Bellamy avait ordonné de tester plusieurs panneaux appartenant au lot AZF, un 8 avant l'arrivée d'un épisode de vent fort annoncé sur la côte d'Azur. Élise suivait les données depuis la salle de contrôle, sans pouvoir intervenir directement dans le protocole. Mathieu se trouvait à Paris avec Nadia Cohen pour remettre les historiques de ses signatures au comité indépendant. Sébastien avait refusé d'assister à l'essai, affirmant que l'assureur transformait une simple divergence contractuelle en catastrophe. À 11h10 à 7, la pression équivalente à un vent violent atteignit 70% de la charge prévue. Les capteurs montrèrent une déformation anormale sur le panneau, un 8W43. Nora ordonna l'arrêt. Avant que les ventilateurs ne réduisent complètement la pression, un premier ancrage céda. Puis un second se déforma. La plaque de verre se détacha partiellement de son cadre et bascula vers l'extérieur. Le câble de sécurité retint la majeure partie du panneau, mais un fragment se brisa contre la plateforme inférieure. Un technicien fut frappé à l'épaule et projeté au sol. Son harnais l'empêcha de chuter. Il souffrait d'une fracture de la clavicule et de plusieurs coupures, mais ses jours n'étaient pas en danger. Pendant quelques secondes, tout le monde resta figé devant le bruit du verre qui continuait à se fissurer. Élise pensa aux centaines de clients, d'employés et de passants qui auraient circulé sous cette façade si l'inauguration avait eu lieu comme prévu. Nora fit évacuer toutes les zones proches des façades et plaça le chantier sous scellé technique. Elle interdit le démontage du panneau avant l'arrivée d'un huissier, de l'assureur et de l'autorité de construction. Élise demanda l'état du technicien, puis les relevés de charge.
La rupture avait commencé autour d'un ancrage dont le revêtement présentait une corrosion microscopique et dont la composition ne correspondait pas au certificat matière. Nous devons déposer tous les panneaux utilisant Azure Fixations, dit-elle. Nora refusa de prendre cette décision avant la cartographie complète des lots. Nous avons un panneau défaillant, des certificats incohérents et un blessé. Cela justifie l'arrêt général et l'inspection, pas encore le démontage de toute la façade. Élise répondit qu'attendre risquait d'exposer les équipes au prochain coup de vent, et démonter 2000 panneaux sans méthode peut endommager les éléments sûrs, détruire des preuves et blesser d'autres personnes. Letton monta. Nora lui rappela que Terravert avait fourni le verre et que son entreprise pouvait être tenue responsable si le système complet s'avérait mal conçu. Je ne protège pas Terravert. Je ne dis pas que vous le faites. Je dis qu'un système indépendant doit fonctionner même lorsque la personne la plus compétente est certaine d'avoir raison. Élise finit par accepter un plan en 3 étapes: stabilisation immédiate, inspection par caméra et ultrasons de tous les ancrages accessibles, puis démontage ciblé selon les résultats. Le chantier resterait fermé jusqu'à validation complète. Lorsqu'elle appela Mathieu, elle ne lui demanda pas d'intervenir. Elle lui transmit seulement les faits. Le technicien est blessé. Mais conscient, le panneau a été retenu par le câble. Il resta silencieux quelques secondes. Si l'ouverture avait eu lieu, elle n'a pas eu lieu. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Sébastien tenta malgré tout de présenter l'accident comme une erreur de montage commise par un sous-traitant local. Son équipe de communication prépara un texte affirmant que la plaque de verre avait été mal positionnée et que les ancrages n'étaient pas en cause. Nadia bloqua la diffusion. Aucun expert n'avait encore rendu de conclusion. Le contremaître chargé de l'installation remit alors des photographies prises plusieurs semaines auparavant. Elles montraient que les équipes avaient signalé des écarts de dimension sur les fixations AZF. 1.8. Le service des opérations leur avait ordonné d'ajouter des rondelles et d'augmenter le couple de serrage plutôt que de remplacer les pièces. Une note interne portait la mention « Ne pas interrompre la pause ». L'inauguration et le refinancement dépendent du calendrier. L'auteur était un responsable qualité directement rattaché à Sébastien. Les données de l'essai révélèrent également que la version transmise au Conseil ne contenait pas les premières déformations observées sur le panneau. Un filtre logiciel supprimait les variations considérées comme inférieures à un seuil défini par une société appelée Vega Structural Consulting. Cette entreprise partageait son adresse avec Azure Fixation et ne comptait aucun ingénieur permanent. Elle avait pourtant facturé près de 6 millions d'euros de conseils, de certification et de gestion de données à Rochefort Horizon en 3 ans. L'audit financier reconstitua rapidement un réseau plus large. Azure Fixation achetait les ancrages à bas prix en Turquie, les faisait reconditionner en Italie, puis les revendait comme produits certifiés. Vega Structural Consulting modifiait les rapports d'essai et préparait des synthèses favorables. Une 3e société, Lumière Façade Service, facturait des inspections jamais réalisées. Les 3 structures étaient liées à un fonds détenu par Antoine Marceau, ami d'enfance de Sébastien et partenaire avec lui dans plusieurs investissements personnels. Une partie des paiements revenait vers une holding luxembourgeoise dont Sébastien détenait indirectement des parts. Plus de 14 millions d'euros avaient quitté Rochefort Horizon sans contrepartie technique réelle. Les courriels montraient qu'Odette connaissait au moins l'existence des fournisseurs imposés et des essais défavorables. Elle n'avait pas choisi les alliages ni modifié les données, mais elle avait ordonné de maintenir l'inauguration avant la clôture d'un refinancement bancaire de 350 millions d'euros. Dans un message adressé à Sébastien, elle écrivait « Élise finira par signer. Si Mathieu comprend que sa place dans la famille dépend de sa capacité à la contrôler. » Dans un autre, les anomalies pourront être traitées après l'ouverture.
Lorsque le financement sera sécurisé, Nadia lut ces phrases devant le comité sans les commenter. Élise ressentit une colère froide, non parce que Odette doutait de ses compétences, mais parce qu'elle avait considéré le mariage comme un mécanisme permettant de contraindre une ingénieure à certifier un risque. Les documents liés à Saint-Étienne confirmaient que la façade et la vente de l'usine appartenaient au même plan. Sébastien voulait utiliser l'inauguration réussie de l'hôtel Aurore pour augmenter la valorisation de Rochefort Horizon, obtenir le refinancement, puis finaliser la cession du terrain à North Bay Capital. Les licences de production les plus rentables auraient été transférées au Luxembourg avant que les défauts d'ancrage ne deviennent publics. Si un problème survenait ensuite, Terravert serait accusé d'avoir fourni un verre trop lourd et d'avoir modifié tardivement ses exigences. Le site français conserverait les réparations, les dettes et les salariés. Dans une note stratégique, Sébastien écrivait « Le conflit matrimonial offre un cadre crédible, présenter Élise comme une fondatrice cherchant à reprendre l'usine, Mathieu comme un dirigeant influencé par son épouse, une seconde version, préparée pour le cas où les signatures électroniques seraient découvertes, prévoyait de dire que Mathieu avait autorisé les modifications pour protéger le contrat de Terravert. Odette apparaîtrait alors comme la présidente d'honneur trompée par un petit-fils incapable de distinguer sa vie privée de ses devoirs. Le même discours pouvait donc sacrifier Élise, Mathieu ou les deux selon la direction prise par l'enquête. Mathieu reçut ces documents dans une salle du siège parisien. Pendant plusieurs minutes, il n'est pas la passe. Il se souvenait de toutes les fois où Odette lui avait demandé de calmer Élise, de la convaincre d'accepter une remarque, une modification de contrat ou un dîner humiliant pour préserver l'unité familiale. Il comprit que cette unité n'avait jamais signifié la protection de chacun, elle signifiait que les autres acceptaient de devenir responsables lorsque le nom Rochefort avait besoin d'un écran. Sébastien demanda à le rencontrer avant le vote sur sa suspension. Il arriva sans avocat et posa sur la table un projet d'accord. Mathieu conserverait son poste stratégique s'il reconnaissait avoir validé les rapports dans l'intérêt du calendrier. Terravert recevrait un contrat élargi et une indemnisation discrète. Élise serait invitée à publier une déclaration où elle admettrait que les essais avaient été interprétés trop sévèrement. En échange, Odette cesserait toute attaque publique et garantirait que Saint-Étienne resterait ouvert pendant 3 ans. « Tu peux sauver ton mariage et l'usine » dit Sébastien. « Il suffit d'assumer les signatures. Après ton discours, tout le monde croira que tu as voulu protéger Élise. » Mathieu le regarda. « Et toi, je quitterai les opérations pendant quelques mois. Quand la crise sera passée, le conseil comprendra que les fournisseurs ont dépassé leur mandat. » Mathieu repoussa l'accord. « Tu ne me demandes pas de sauver l'entreprise. Tu me demandes de rendre ton mensonge cohérent. » Wadjen, Sébastien changea de ton. Il lui rappela que sa famille contrôlait encore un bloc important. Odette pouvait l'exclure des trusts et que sa carrière entière dépendait du nom Rochefort. Élise a déjà loué un appartement. Elle partira peu, même si tu détruis tout pour elle. Mathieu répondit, je n'ai pas annulé l'inauguration pour acheter son mariage. Sébastien rit, c'est exactement ce que tout le monde a vu. Alors tout le monde a mal compris. J'ai pris le micro parce qu'un bâtiment pouvait ouvrir avec une façade non vérifiée et parce que vous pensiez que l'humilier suffirait à la faire signer. Ce que notre mariage devient ne change pas les données. Sébastien proposa une dernière fois qu'il accepte la responsabilité de la continuité stratégique. Tu peux dire que tu as signé trop vite? C'est crédible. Mathieu répondit, c'est vrai pour certains rapports. Je répondrai de cela. Mais je ne porterai pas tes sociétés écrans, tes modifications et ta vente cachée, pas même pour garder mon nom dans un trust. Le conseil suspendit Sébastien de toutes ses fonctions opérationnelles, bloqua ses accès et transmit les éléments au parquet, à l'autorité de construction et aux assureurs.
Odette perdit son accès aux comités exécutifs en attendant l'examen de son rôle. Elle conserva ses actions, mais ne pouvait plus intervenir dans les décisions quotidiennes. Mathieu se retira temporairement de son poste stratégique pendant que ses signatures étaient auditées. Il n'avait pas organisé les fournisseurs fictifs, mais plusieurs synthèses authentiquement signées par lui prouvaient qu'il avait accepté des conclusions sans demander les données complètes. Le comité devait distinguer les documents falsifiés de ceux qu'il avait réellement approuvés par négligence. Terravert fut suspendu de toute participation commerciale au remplacement de la façade jusqu'à ce qu'un appel d'offres indépendant soit organisé. Élise accepta la décision, bien qu'elle signifiait que son entreprise pouvait perdre le contrat alors même que ses alertes étaient confirmées. Si nous voulons que les conclusions soient crédibles, Terravert ne peut pas gagner uniquement parce que j'avais raison, dit-elle. Le soir, Mathieu se rendit à l'appartement d'Élise après lui avoir demandé l'autorisation. Elle le laissa entrer, mais ne lui proposa pas de rester. Il lui raconta l'offre de Sébastien, le trust et sa propre suspension temporaire. « Tu as refusé, dit-elle. « Oui. » Pour moi, Mathieu réfléchit avant de répondre. « Pas seulement. Si je disais oui pour te garder, je transformerais encore les faits en monnaie conjugale. J'ai refusé parce que c'était faux. » Élise hocha lentement la tête. « C'est la bonne réponse. » Il lui demanda si cela rapprochait leur mariage d'une solution. « Non. Cela rapproche seulement tes actes de ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. » Elle lui rappela qu'il avait été courageux au gala, mais que le courage public pouvait encore devenir une manière de contrôler le récit. « Je ne veux pas être la femme que tu défends seulement lorsque 500 personnes regardent. Je veux un partenaire qui arrête la première plaisanterie, même lorsqu'elle est prononcée à voix basse. » Mathieu répondit qu'il avait commencé une thérapie individuelle et proposé une thérapie de couple, sans fixer de date à sa place. « Je t'enverrai les coordonnées. Tu décideras. » Élise reconnut le changement dans cette phrase simple. Il ne lui annonçait pas ce qu'ils allaient faire. Il lui laissait une décision réelle. À l'hôtel Aurore, le panneau brisé fut descendu sous contrôle judiciaire. Les analyses confirmèrent que l'ancrage avait une composition différente de celle certifiée et qu'un serrage excessif avait accéléré sa rupture. Aucun autre panneau ne tomba, mais des dizaines de fixations présentaient des défauts similaires. L'ouverture serait retardée de plusieurs mois. Le refinancement fut suspendu. Saint-Étienne resta sous protection conservatoire. Les emplois n'étaient pas encore sauvés. Le mariage d'Élise et Mathieu non plus. Pourtant, pour la première fois, la famille Rochefort ne pouvait plus transformer une plaisanterie, une signature ou un nom en ordre silencieux, auquel tous les autres devaient obéir. L'enquête indépendante dura près de 4 mois. Pendant ce temps, l'hôtel Aurore resta fermé derrière des palissades où les panneaux publicitaires promettant une inauguration historique avaient été recouverts de bâches grises. Les équipes de Nora Bellamy démontèrent méthodiquement les zones les plus exposées, identifièrent les lots et comparèrent chaque numéro gravé au certificat transmis par Azure Fixations. Sur 2140 ancrages inspectés, plus de 300 présentaient une composition ou un revêtement non conforme et 87 avaient subi une déformation suffisamment importante pour imposer leur remplacement immédiat. Le système de façade conçu par Terravert n'était pas défectueux dans son principe, mais les substitutions de pièces, les couples de serrage augmentés et les rapports modifiés avaient supprimé les marges de sécurité prévues. Nora refusa néanmoins que Terravert obtienne automatiquement le nouveau contrat. Un appel d'offres indépendant fut lancé avec 4 fournisseurs et Élise se retira des réunions d'attribution. Son entreprise ne conserva que la licence sur le verre et l'assistance technique prévue par les contrats antérieurs. Lorsque l'un des administrateurs lui demanda si elle trouvait injuste que la société qui avait donné l'alerte ne soit pas chargée seule de réparer, elle répondit
Avoir eu raison sur le risque ne nous donne pas le droit de contrôler la preuve, le choix du fournisseur et le prix de la réparation. Si nous voulons reconstruire la confiance, il faut accepter qu'elle nous limite aussi. Wadjing, le rapport sur Sébastien de Rochefort fut plus sévère que celui sur les erreurs techniques. Il avait imposé Azure Fixation, participer indirectement aux sociétés qui surfacturaient les pièces et fait modifier les résultats par Vega Structural Consulting. Les paiements vers sa holding luxembourgeoise, les contrats fictifs et les instructions demandant de maintenir l'ouverture démontraient qu'il ne s'agissait pas d'une simple réduction de coûts. Il avait organisé un système destiné à produire des bénéfices personnels tout en utilisant le calendrier du refinancement comme justification. Le Conseil le révoqua de toutes ses fonctions et transmit les conclusions au parquet. Ses actions familiales ne furent pas confisquées par une décision privée, mais ses droits de vote furent placés sous séquestre pour les résolutions concernant les fournisseurs. L'usine et l'hôtel Aurore. Conformément à une ordonnance obtenue par les créanciers et les actionnaires minoritaires, Sébastien continua à dire qu'Élise avait créé une crise pour récupérer Saint-Étienne. Nora publia les résultats des essais. L'autorité de construction confirma les non-conformités et les assureurs refusèrent toute réouverture avant remplacement. La question cessa progressivement d'être celle de la parole d'une épouse contre sa belle-famille. Elle devint celle de pièces mesurables, de certificats falsifiés et d'argent transféré. Odette ne fut pas poursuivie pour avoir conçu les sociétés écrans. Aucune preuve ne montrait qu'elle avait choisi les alliages ou reçu une part des paiements. Les courriels démontraient cependant qu'elle connaissait les essais défavorables, qu'elle avait exigé l'inauguration avant le refinancement et qu'elle comptait sur Mathieu pour contraindre Élise à signer. Le Conseil lui retira définitivement tout accès aux comités opérationnels. La réforme des statuts interdit désormais à la présidence d'honneur, aux trusts familiaux ou à un comité informel de donner des instructions aux dirigeants sans procès-verbal. Odette conserva une part importante du capital et son siège symbolique à la Fondation historique, mais perdit le pouvoir de choisir les fournisseurs, de nommer seuls les dirigeants ou de bloquer les audits. Lors de l'assemblée extraordinaire, elle accusa Mathieu d'avoir livré sa famille aux banques et aux étrangers. « Tu as humilié ton propre nom devant le monde pour une femme qui vit déjà loin de toi, » dit-elle. Mathieu répondit sans micro et sans public. « Ce n'est pas Élise qui a inventé les rapports. Ce n'est pas elle qui a vendu des pièces non certifiées au groupe, et même si elle me quitte demain, les faits resteront les mêmes. » Odette lui demanda s'il choisirait encore sa femme lorsque celle-ci ne lui offrirait aucune récompense. « Je ne choisis pas une récompense. Je cesse seulement d'appeler loyauté le fait de couvrir ce qui est faux. » Il quitta la pièce avant qu'elle puisse transformer leur échange en nouveau procès familial. Élise n'apprit cette conversation que plusieurs jours plus tard par Nadia. Mathieu ne la lui raconta pas pour obtenir son approbation. Le comité examina ensuite son propre rôle. Les journaux distinguèrent 20 et un document validé frauduleusement depuis les terminaux de Sébastien de 9 rapports que Mathieu avait réellement approuvés. Dans ces 9 rapports, les données brutes n'avaient pas toujours été falsifiées. Mais les synthèses minimisaient les alertes et les risques industriels. Mathieu les avait signées parce qu'elles venaient de cadres qu'il connaissait depuis des années et parce qu'il voulait préserver l'ouverture de l'hôtel, le refinancement et l'unité familiale. Il n'avait reçu aucun bénéfice personnel des sociétés écrans, mais il avait traité sa signature comme la dernière étape d'un calendrier plutôt que comme une obligation de comprendre. Il avait également laissé le comité familial influencer les décisions stratégiques sans exiger de procès-verbal. Nadia lui annonça les conclusions devant le Conseil. « Vous n'êtes pas responsable des faux créés sous votre nom. Vous êtes responsable d'avoir construit un environnement où votre nom suffisait souvent à remplacer votre attention. » Mathieu renonça à son poste de vice-directeur général. Avant même le vote, il resta quelques semaines comme témoin technique pour restituer les dossiers
Sans droit de signature ni pouvoir sur les équipes, aucun membre de la famille ne le remplaça. Le conseil choisit une directrice des opérations extérieures au groupe, ancienne responsable de sécurité dans les infrastructures ferroviaires. Odette présenta ce départ comme la preuve qu'Élise avait détruit la carrière de son mari. Élise refusa de répondre publiquement. En privé, elle demanda à Mathieu s'il regrettait d'avoir pris le micro. « Non », répondit-il. « Je regrette d'avoir attendu qu'elle t'humilie devant 500 personnes pour comprendre ce que mon silence produisait depuis 10 ans. » Il aurait pu contester son départ en affirmant que Sébastien avait utilisé ses certificats. Il choisit d'assumer les signatures qu'il avait réellement apposées. « Je ne veux pas que les faux deviennent une excuse pour les documents que je n'ai pas lus. » Élise reconnut la différence, mais refusa encore de rentrer dans leur appartement commun. « Tu fais enfin ce qui est juste, sans me demander d'en faire immédiatement une preuve que notre mariage est réparé. C'est important, mais je ne sais pas encore si je peux vivre avec toi sans attendre la prochaine fois où ta famille deviendra plus forte que ta parole. » Mathieu répondit « Je ne te demanderai pas de décider avant d'être prête. » C'était une phrase simple. Élise remarqua qu'il ne lui proposait ni délai ni solution préparée. La situation de Saint-Étienne fut plus douloureuse. Le gel de la vente empêcha North Bay Capital de prendre le terrain, mais la chute du refinancement et le coût du remplacement de la façade laissèrent Rochefort Horizon avec une dette trop lourde. Les banques demandèrent des économies immédiates. Karim Benzaïd refusa que le sauvetage soit négocié uniquement entre la direction Terravert et les créanciers. Il exigea que les représentants des salariés participent à chaque réunion sur la propriété, les licences et les réductions d'effectifs. Une structure industrielle commune fut finalement créée entre Rochefort Horizon, Terravert, un fonds public de transition et une coopérative de salariés. Le terrain fut placé dans une société foncière protégée. Il ne pouvait être vendu sans majorité renforcée, expertise indépendante et consultation du CSE. Terravert obtint une participation minoritaire et un droit d'usage industriel, mais pas le contrôle absolu. Élise renonça à une clause qui lui aurait permis de reprendre automatiquement l'usine en cas de défaut de Rochefort. Karim lui dit « C'était pourtant le moyen le plus simple de sécuriser vos brevets et de transformer 640 salariés en garantie de mon entreprise. » Répondit-elle. « Je ne veux pas sauver le site en créant une nouvelle dépendance silencieuse. » Dadders. Malgré le nouveau montage, 92 postes furent supprimés ou transformés. 31 salariés partirent volontairement. 26 furent reclassés dans les nouveaux ateliers de recyclage et les autres reçurent des indemnités, une couverture de formation et un droit de priorité lorsque les commandes reprendraient. Karim refusa que le groupe annonce que tous les emplois essentiels avaient été sauvés. Il n'existe pas d'emploi non essentiel pour la personne qui le perd, dit-il lors du CSE. Élise soutint la publication des chiffres exacts et la création d'un fonds alimenté par les sommes récupérées auprès des sociétés liées à Sébastien. La coopérative obtint 2 sièges au conseil industriel, un accès direct aux données de qualité et un droit d'alerte vers les autorités. Plusieurs cadres considéraient ces règles trop lourdes. Karim répondit que les anciens mécanismes avaient été rapides précisément parce qu'ils empêchaient les techniciens de bloquer une pièce non conforme. Mathieu commença une thérapie individuelle avant qu'Élise accepte la thérapie de couple. Lors de leur première séance commune, il raconta le gala comme le moment où il avait choisi sa femme. La thérapeute lui demanda « Choisis contre quoi ?» Il répondit « Contre ma famille ». Élise intervint. « C'est exactement le problème. Je ne veux pas être une cause pour laquelle il sacrifie quelque chose. Je veux qu'il comprenne que certaines choses étaient mauvaises, même si je n'avais pas été sa femme. » Mathieu se défendit, il avait annulé l'ouverture parce que la façade pouvait être dangereuse. « Mais tu continues à parler de ton discours comme d'une preuve de notre mariage, dit-elle.
Tu veux que ces 3 minutes compensent les années où tu me demandais de sourire. La thérapeute lui demanda ce qu'il attendait d'Élise lorsqu'il évoquait le micro. Après un long silence, il admit qu'elle reconnaisse que j'ai enfin fait ce qu'elle voulait. Élise répondit « Je ne voulais pas que tu me sauves. Je voulais que tu arrêtes de participer à ce qui me blessait. » Mathieu comprit que son geste, aussi nécessaire fut-il, pouvait encore devenir une dette qu'il présentait à sa femme. Élise dut reconnaître sa propre manière de rendre les décisions irréversibles. Elle avait loué un appartement sans en parler, préparé ses finances et envisagé une séparation avant le gala. « Je savais que tu essayerais de me convaincre d'attendre encore, » dit-elle. « Alors j'ai organisé une sortie avant de t'annoncer que j'avais atteint ma limite. » La thérapeute lui demanda si elle distinguait la protection du contrôle. Élise répondit qu'elle ne voulait plus dépendre de la réaction de Mathieu. Mais en ne lui parlant qu'après avoir tout décidé, « Vous vous assurez aussi qu'il ne peut jamais influencer le résultat. » Observa-t-elle. Élise n'abandonna pas son appartement. Elle accepta cependant de dire à Mathieu ce qu'elle envisageait avant de signer les décisions suivantes. Ils choisirent une séparation de 6 mois, avec des rendez-vous réguliers, aucune obligation de réconciliation et aucune intervention des Rochefort. Mathieu conserva son logement temporaire. Ils ne se présentèrent pas comme un couple réuni lors des événements publics. L'hôtel Aurore reçut enfin l'autorisation de reprendre ses travaux. Le contrat de remplacement fut partagé entre 2 fabricants sélectionnés par l'assureur et l'autorité de construction. Terraverre conserva son verre, mais dut modifier certains détails d'assemblage, après que Nora eut identifié une sensibilité que les premiers essais n'avaient pas assez étudiée. Élise accepta cette part de responsabilité. Son système n'avait pas provoqué la substitution frauduleuse. Mais son équipe avait sous-estimé l'effet d'un serrage excessif sur certains panneaux. Terravert finança une partie des adaptations correspondant à sa conception, tandis que Rochefort Horizon et les assureurs supportèrent les coûts liés aux pièces non conformes. La vérité ne devient pas moins utile lorsqu'elle nous oblige à payer une partie de la réparation, dit-elle à son conseil. 6 mois après le gala, Mathieu et Élise se retrouvèrent devant la façade reconstruite. Aucun invité n'était présent. Les ouvriers vérifiaient les capteurs et les équipes de sécurité testaient les nouvelles procédures. Mathieu demanda « Est-ce que ce que nous faisons suffit pour que tu reviennes ?» Élise regarda le verre refléter la mer. « Je ne veux plus décider notre avenir à partir d'un seul moment, qu'il s'agisse d'une humiliation ou d'un discours. » Elle lui expliqua qu'elle voyait ces changements les limites posées à Odette. Le départ du groupe, l'acceptation de l'Audi et les conversations où il demandait désormais avant de proposer. « Mais je ne veux pas que tu transformes ta perte de poste en sacrifice pour moi. Tu as quitté une fonction parce que ta manière de l'exercer devait être examinée. » Mathieu acquiesça. « Je le comprends. Et je ne veux pas revenir uniquement parce que tu as enfin compris. Je veux savoir si nous pouvons vivre autrement lorsque personne ne nous regarde. » À 11. Ils décidèrent de poursuivre la thérapie et la séparation, sans déposer de demande de divorce. Mathieu ne demanda aucune promesse. Lorsqu'il quitta le chantier, il ne marcha pas devant Élise pour lui ouvrir un chemin, ni derrière elle, comme un homme puni. Ils avancèrent côte à côte jusqu'à la sortie, encore séparés par ce que 10 années de silence avaient construit, mais capables pour la première fois de parler de cette distance avant qu'elle ne devienne une porte définitivement fermée, 1 an après le gala de Monaco. L'hôtel Aurore ouvrit enfin ses portes sans tapis, rouge familial, sans discours d'Odette et sans photographie géante des Rochefort dans le hall. L'autorité de construction avait validé la nouvelle façade après 8 mois d'essais, de démontage et de contrôle croisés. Les ancrages provenaient désormais de 2 fabricants certifiés. Chaque lot pouvait être suivi depuis l'aciérie jusqu'aux panneaux installés et les données de pression étaient enregistrées sur un serveur indépendant accessible à l'assureur, au comité de sécurité et aux représentants des salariés.
Les capteurs de déformation transmettaient automatiquement une alerte lorsque les valeurs dépassaient le seuil prévu. Aucun directeur ne pouvait supprimer une mesure défavorable d'une synthèse sans laisser la trace de la valeur initiale. Du nom de l'auteur et de la justification, Rochefort Horizon publia aussi le coût réel de la crise retard. Remplacement des fixations, indemnisation, frais judiciaires et perte de refinancement. Plusieurs administrateurs auraient préféré répartir ces montants entre différentes catégories pour les rendre moins visibles. La nouvelle directrice des opérations refusa. Une entreprise qui a caché des données ne retrouvera pas la confiance en cachant le prix de leur retour. Esaliman, Terraverre, conserva les contrats sur les verres. Mais pas l'exclusivité des systèmes de fixation. Élise accepta que son entreprise participe au financement des modifications liées à la sensibilité de certains assemblages au serrage excessif. Elle avait eu raison sur les pièces non conformes et sur le danger d'ouvrir l'hôtel. Mais Nora Bellamy avait également démontré que le modèle initial de Terraverre n'avait pas assez étudié certaines erreurs de pose prévisibles. Élise présenta les résultats devant son propre conseil, sans les minimiser. Sébastien a organisé la fraude. Cela ne rend pas notre conception parfaite. Nous devons répondre de ce qui nous appartient sans prendre ce qui appartient aux autres. Cette phrase devint la règle du nouveau partenariat industriel. Chacun assumait sa part. Aucune responsabilité n'était agrandie pour fabriquer un ennemi unique et aucune faute réelle n'était réduite parce qu'un autre avait fait pire. Le technicien blessé lors de l'essai avait repris le travail à temps partiel après plusieurs mois de rééducation. Il refusa que son accident soit utilisé dans la communication d'ouverture. Rochefort Horizons finança ses soins et conclut avec les syndicats un dispositif d'indemnisation pour les salariés exposés aux consignes de pause irrégulières. Les techniciens qui avaient envoyé les premières alertes reçurent une protection contractuelle, mais pas de cérémonie où des dirigeants auraient prétendu leur offrir du courage. Leurs messages, leurs photographies et leurs noms furent intégrés au programme de formation de Saint-Étienne, afin que chaque nouvelle équipe puisse comprendre comment une non-conformité avait été détectée, ignorée, puis confirmée. Karim Ben Zaïd insista pour que la formation mentionne également les conséquences sur l'emploi. 92 postes avaient été supprimés ou transformés. 58 anciens salariés avaient retrouvé une place au sein de l'usine ou de partenaires industriels. Les autres poursuivaient une reconversion ou avaient quitté le secteur. Nous avons évité une fermeture, dit Karim lors du rapport annuel. Cela ne nous donne pas le droit de raconter que personne n'a payé. La structure de propriété du site de Saint-Étienne entra en vigueur au début de l'été. Rochefort Horizon restait actionnaire industriel. Terraverre détenait une participation minoritaire. Le fonds public finançait les nouvelles lignes de recyclage. Et la coopérative des salariés possédait 2 sièges avec droit d'alerte. Le terrain ne pouvait plus être vendu, puis reloué sans expertise indépendante. Vote renforcé et consultation du CSE, les licences de brevets ne pouvaient pas être transférées à l'étranger si l'opération réduisait artificiellement l'activité française. Élise aurait pu réclamer davantage de contrôle en échange de la technologie de Terraverre. Elle refusa. Elle ne voulait pas remplacer la domination d'une famille par la dépendance à sa propre entreprise. Lors de l'ouverture du nouveau centre de formation, Karim lui demanda si elle n'avait jamais regretté d'avoir abandonné une clause qui lui aurait permis de reprendre le site en cas de défaut. Parfois, admit-elle, le contrôle est rassurant lorsqu'on a été longtemps traité comme si on n'avait aucun pouvoir. Mais une usine de 600 personnes ne doit pas devenir ma compensation personnelle. Anne Bees. Sébastien fut condamné après que les enquêteurs eurent retracé les paiements d'Azur Fixation, de Vega Structural Consulting et de Lumière Façade Service. Les contrats fictifs, les factures gonflées,
Les données modifiées et les parts dissimulées dans la holding luxembourgeoise démontrèrent l'abus de biens sociaux, la fraude, le faux et la mise en danger délibérée liés au maintien du calendrier d'ouverture. Il continua à affirmer que personne ne pouvait prouver qu'un panneau serait tombé sur un client. Le tribunal rappela qu'il n'était pas nécessaire d'attendre un mort pour reconnaître qu'un risque avait été volontairement caché. Une partie de ses avoirs fut saisie afin de contribuer aux réparations, aux indemnisations et aux fonds de formation. Il perdit ses fonctions, ses droits de gestion et la possibilité de diriger une société pendant plusieurs années. Ses actions familiales restaient soumises aux décisions judiciaires et aux règles de conflit d'intérêts. Il tenta une dernière fois de présenter Mathieu comme l'homme faible qui avait détruit le groupe sous l'influence de son épouse. Mathieu ne répondit pas dans la presse. Il remit simplement au juge les documents qu'il avait réellement signés et ceux qui avaient été falsifiés sous son nom. Odette ne fut pas condamnée pour les détournements financiers, mais sa connaissance des essais défavorables et son ordre de maintenir l'ouverture lui valurent une responsabilité civile et une exclusion durable de toute fonction de gouvernance. Les banques et les actionnaires minoritaires imposèrent une réorganisation des trustes familiaux. Aucun membre de la famille ne pouvait désormais cumuler le contrôle patrimonial et le pouvoir opérationnel sans administrateurs indépendants. Odette conserva une fortune considérable, un appartement à Paris, une propriété en Provence et son titre de présidente honoraire de la Fondation historique. Mais ce titre ne lui ouvrait plus les portes des comités où elle avait autrefois donné des ordres sans procès-verbal. Elle invita Mathieu à déjeuner plusieurs mois après le jugement. Il accepta dans un restaurant, pas chez elle, et posa ses conditions avant de venir aucune remarque sur les origines d'Élise, aucun commentaire sur Terravert et aucune tentative d'obtenir des informations sur leur mariage. Odette respecta les limites pendant 20 minutes, puis demanda « Après tout ce que tu as perdu, elle n'est toujours pas revenue vivre avec toi. Cela en valait-il la peine ?» Mathieu répondit « Dire la vérité n'était pas un investissement destiné à produire son retour. » Odette le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. Il termina son déjeuner et partit sans colère. Il ne raconta pas immédiatement la scène à Élise. Lorsqu'elle l'apprit plus tard, il ne lui demanda pas si elle était fière de lui. Mathieu avait quitté Rochefort-Horizon après la fin de sa mission documentaire. Pendant plusieurs mois, il refusa les postes de direction proposés par d'autres groupes familiaux. Il suivit une formation sur la gouvernance des entreprises à actionnariat concentré et travailla comme conseiller auprès d'une fondation finançant la transformation d'anciens hôtels en logements pour travailleurs saisonniers. Son rôle ne comportait ni pouvoir d'achat, ni contrat avec Terravert, ni utilisation du nom Rochefort dans les appels d'offres. Lors d'une conférence sur la responsabilité des héritiers, il déclara « Ma famille a utilisé ma signature sans mon accord sur certains documents, sur d'autres, j'ai signé moi-même sans poser assez de questions. Le premier fait ne supprime pas le second. J'ai aussi cru qu'aimer ma femme en privé compensait le fait de la laisser seule lorsqu'on l'humiliait en public. » Il ne cita pas Élise comme une femme qu'il avait sauvée. Il parla de la manière dont son propre confort avait transformé le silence en participation. La séparation de 6 mois dura finalement 9 mois. Élise et Mathieu continuaient la thérapie, se voyaient 2 fois par semaine et ne publiaient aucune image destinée à prouver qu'ils étaient réunis. Ils recommencèrent par des décisions ordinaires, choisir ensemble une date de vacances, annoncer un déplacement avant de réserver, décider qui assisterait aux événements familiaux et quelles invitations seraient refusées. Lorsqu'Odette organisa l'anniversaire d'une cousine et exigea que les conjoints apparaissent sur une photographie officielle, Mathieu demanda à Élise si elle souhaitait venir. Il ne lui dit pas que sa présence serait importante, ne promit pas de la protéger et ne présenta pas son absence comme un problème. Élise refusa. Mathieu y alla seul. Resta 1 heure et partit lorsque Sébastien fut mentionné comme victime d'une conspiration. Plus tard,
Il lui raconta les faits sans transformer son départ en démonstration d'amour. Élise, de son côté, dut cesser de préparer toutes ses sorties avant de dire qu'une situation lui faisait peur. Lorsque Terravert reçut une proposition d'ouverture d'un laboratoire à Copenhague, elle commença par établir seule un calendrier de déménagement, puis elle se souvint de leur thérapie et appela Mathieu avant de signer « Je veux étudier cette possibilité, je ne te demande pas la permission, mais je ne veux plus t'informer lorsque tout sera décidé. » Mathieu ne répondit ni qu'il la suivrait immédiatement, ni que leur mariage ne survivrait pas à la distance. Il demanda ce qu'elle désirait réellement, ce que le projet changerait et ce qu'elle craignait de perdre. Ils discutèrent pendant plusieurs semaines. Terravert ouvrit finalement une équipe réduite à Copenhague. Et Élise y passa quelques jours par mois. Leur décision ne fut ni son sacrifice pour le couple, ni le sien pour sa carrière. Ce fut une organisation imparfaite, révisable et annoncée avant de devenir irréversible. Ils décidèrent de ne pas retourner dans l'ancien appartement de Mathieu, choisi autrefois par un gestionnaire du patrimoine Rochefort. Élise ne voulait pas non plus qu'il s'installe simplement dans le logement qu'elle avait loué comme porte de sortie. Ils achetèrent ensemble un appartement plus modeste près du parc des Buttes-Chaumont. Chacun finançant sa part et conservant ses comptes professionnels séparés, le contrat précisait les proportions de propriété, les dépenses communes et les conditions d'une éventuelle séparation. Odette qualifia cette précision de froideur juridique. Élise répondit « La clarté n'est pas le contraire de l'amour. Elle empêche seulement l'un de nous de prendre l'habitude de croire que ce qui appartient à l'autre lui est déjà acquis. » Ils n'organisèrent ni nouvelle cérémonie, ni fête destinée à effacer le gala. Leur premier dîner dans l'appartement eut lieu sur des cartons. Avec deux amis, Hugo Perrin et la thérapeute absente de toute photographie, Mathieu demanda à Élise où elle voulait placer ses livres avant de déplacer la bibliothèque. La cérémonie de réouverture du centre de Saint-Étienne eut lieu quelques semaines plus tard. Les noms des salariés ayant signalé les premières irrégularités figuraient dans l'espace de formation. Avec leur accord, le technicien blessé coupa le ruban aux côtés d'une jeune apprentie, pas d'un héritier ni d'une présidente d'honneur. Mathieu assista à la cérémonie depuis le deuxième rang. Élise prit la parole comme dirigeante de Terravert, mais rappela que le site n'avait pas été sauvé par un couple riche affrontant une famille plus riche. Il avait survécu grâce aux ouvriers qui avaient conservé les preuves, aux experts qui avaient refusé les pressions, aux représentants du personnel qui avaient négocié le contrôle et aux financeurs qui avaient accepté une propriété moins simple. Après le discours, Mathieu lui demanda s'il pouvait la rejoindre sur la photographie des partenaires. « Oui », répondit-elle, « mais à côté de moi, pas devant. » Il sourit et prit la place indiquée. Le soir, ils rentrèrent dans leur nouvel appartement. Aucun invité, aucun lustre et aucun micro ne les attendait. Mathieu trouva sur la table une invitation d'Odette à une réception familiale. Il ne la jeta pas et ne répondit pas seul. « Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou demain ?» demanda-t-il. Élise pensa à toutes les fois où il avait autrefois décidé qu'une remarque ne méritait pas de conflit, et à toutes les fois où elle avait préparé son départ avant d'expliquer qu'elle souffrait. « Maintenant », dit-elle. Ils s'assirent face à face et commencèrent par lire l'invitation sans inventer ce que l'autre devait accepter. La famille Rochefort avait ri d'Élise sous les lustres d'une fête construite pour célébrer son propre pouvoir. Et Mathieu leur avait fait regretter chaque mot en refusant de protéger leurs mensonges. Pourtant, leur mariage ne fut pas sauvé par le micro qu'il avait pris devant 500 invités. Il le fut plus tard, dans les pièces sans témoin, chaque fois qu'il choisit de l'écouter avant de parler pour elle, et qu'Élise osa poser une limite avant que son silence ne devienne une porte fermée.